fois que la loi est adoptée, il s'agit de la mettre en vigueur. Et Maître Alain Hudon, qui est ministère des Finances, va nous exposer des diverses façons de mettre la loi en vigueur, puis les premières difficultés que soulève l'entrée en vigueur de la loi. Alors, Maître Hudon. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Je vais essayer de rendre le sujet, qui est un peu technique, assez illustratif. Là. Donc, vous allez voir, là, au fil des diapos, là, je vais m'appuyer, dans le fond, sur des exemples réels de lois sanctionnées. Là. J'ai pris mon échelle du mandat actuel de la CAQ, là, qui a commencé le 22 novembre 2020, en novembre 2022. Jusqu'à vendredi passé, il y avait 87 lois sanctionnées qui sont publiées, je peux dire, sur le site de l'Assemblée. Il y en avait 2 qui étaient sanctionnées, mais qui n'étaient pas encore accessibles. Donc, j'ai puisé là-dedans les illustrations que je vais vous montrer. Là. Puis, dans le fond, on va voir tous les cas de figure possibles de mise en vigueur, d'entrée en vigueur des dispositions de la loi. Donc, mon titre, là, c'est l'entrée en vigueur des dispositions législatives quand le législateur est maître du temps. Là. Ça fait un peu pompeux, là, mais c'est vrai. Ouais, on a parlé des papillons puis du torchon là, ce matin, mais on va voir dans les prochaines diapos qu'effectivement, là, le législateur, quand vient le temps de mettre en œuvre les dispositions qui ont été adoptées, bien, il y a toute la latitude voulue pour le faire lors de la sanction, donc immédiatement. S'il veut porter ça dans le futur, soit à des moments déterminés ou à des moments non déterminés, puis peut-être il ne sait pas encore quand est-ce qu'il va mettre ça en vigueur, il peut même revenir dans le passé via des dispositions rétroactives. Donc, le plan de ma présentation est assez académique. Là, c'est mon côté prof là, qui ressort. Donc, on va aller très rapidement distinguer la sanction de l'entrée en vigueur. On en a parlé un petit peu ce matin. Et on va entrer dans le vif du sujet là, au niveau des dispositions d'entrée en vigueur. Donc, qu'est-ce qui se passerait si jamais on ne prévoyait aucune disposition d'entrée en vigueur d'un projet de loi? Est-ce qu'il y aurait une possibilité que ça entre en vigueur? Oui ou non? On va voir ça rapidement. Mais je vous le dis, dans les 87 lois sanctionnées, ils ont toutes des dispositions d'entrée en vigueur. Donc, mais il y a une possibilité, ça demeure possible qu'il n'y en ait pas, puis il y ait quand même une solution alternative. Et lorsqu'il y a des dispositions, bien, outre quelques généralités que je vais vous présenter, on va voir des dispositions qui prévoient l'entrée immédiate des dispositions législatives, des dispositions qui prévoient le report dans le temps de des entrées en vigueur, soit à un moment déterminé, un moment indéterminable, comme je l'ai dit précédemment. Et on va voir effectivement que le législateur peut revenir dans le passé via ce qu'on appelle un effet devancé, avec le cas particulier de ce qu'on qualifie de loi déclaratoire. Donc, j'ai un bel exemple pour ça. Et moi aussi, les propos que j'énonce aujourd'hui ne lient pas mon ministère. Je m'engage uniquement, moi, personnellement. Donc, différence entre la sanction et l'entrée en vigueur. Donc, on a vu la définition ce matin. Hein, une sanction, c'est un acte du lieutenant-gouverneur. C'est un acte officiel dans lequel le lieutenant-gouverneur approuve la loi qui a été dûment adoptée par l'Assemblée nationale. Donc, la sanction, ça confère une existence à la loi, comme son acte de naissance, si je pourrais m'exprimer ainsi. Mais la sanction seule ne crée aucun effet obligatoire à l'égard des dispositions que la loi renferme. Ce sont les dispositions d'entrée en vigueur qui vont prévoir cet effet-là. Donc, l'entrée en vigueur va faire en sorte que la loi va trouver sa force, ou les dispositions de la loi vont trouver une force obligatoire, les dispositions en question. Tant la sanction que l'entrée en vigueur pourront être simultanées, mais très souvent, c'est décalé. Donc, où il y a une partie des dispositions qui entrent en vigueur à la sanction et une autre partie des dispositions qui sont décalées dans le temps, et même des fois, une autre partie des dispositions qui ont un effet rétroactif. Donc, tout se combine dans une même législation. Donc, premier cas de figure, admettons qu'on ne met aucune disposition d'entrée en vigueur dans la loi. Mais c'est la loi d'interprétation qui vient substituer, nous donner la réponse. Donc, en vertu de cette loi-là, l'entrée en vigueur se fait 30 jours suivant la sanction. Donc, dans la loi d'interprétation, on prend pour acquis qu'on va minimalement prévoir un délai qui va permettre aux administrés de prendre connaissance de la loi qui a été sanctionnée. Donc, il y a un délai de 30 jours. Donc, ça serait comme si là, une loi entre en vigueur le 30e jour qui suit celui de sa sanction, à moins que la loi n'y pourvoie autrement. Mais cette exception-là est une règle générale, du moins dans les derniers 3 ans. C'est systématiquement, il y a une disposition. J'ai même vu des lois qui sont sanctionnées et l'entrée en vigueur est 30 jours après la sanction. Donc, c'est comme si on écrivait l'article 5 de la loi d'interprétation. Bon.
C'est un choix. C'est un choix. Ensuite, donc, dispositions particulières, si on veut, concernant l'entrée en vigueur. Donc, quelques généralités ici. Donc, l'entrée en vigueur peut être simultanée pour la totalité des dispositions. Donc, effectivement, on peut décider que pour une loi en particulier, l'ensemble des dispositions qu'elle contient vont entrer en vigueur en même temps. Donc, ça peut être simultané. Très souvent, c'est quand même c'est dissocié. Donc, il y a des dispositions qui d'entrée en vigueur qui vont varier, dépendant des sujets qui sont visés. Et ce qui est quand même étonnant, on a parlé beaucoup du processus d'adoption de la loi, puis les amendements, puis etc., mais les dispositions d'entrée en vigueur se retrouvent systématiquement à la fin. Le dernier article de la loi, c'est la disposition d'entrée en vigueur. Quand on arrive à la fin des travaux parlementaires, là, les parlementaires sont tannés. Ils ont hâte que ce soit fini. Et très, très souvent, moi ça m'étonne tout le temps, en tant que légiste, là, le ministre va lire la disposition d'entrée en vigueur, pas de questions. Donc, on se pose peu de questions sur les différentes... Notamment quand il y a plusieurs possibilités, là, plusieurs variétés au niveau de l'entrée en vigueur. C'est comme on est arrivé à la fin, bon, on a fait notre travail, puis c'est beau. Mais pourtant, c'est là qu'on voit tellement l'intention du législateur en disant cette loi-là sur laquelle on vient de travailler pendant je ne sais pas combien d'heures, puis qu'on est ostiné, puis on a mis des amendements, c'est refusé, c'est accepté. Bien, une fois que ça va être adopté, là, voici comment est-ce qu'elle va se mettre en œuvre. C'est-tu correct? C'est-tu pas correct? En tout cas, moi, dans mon expérience à moi, c'est rare qu'on analyse de façon vraiment détaillée. « Ah, monsieur le ministre, paragraphe 1, pourquoi ça, c'est 60 jours après la date de la sanction? Pourquoi c'est la date déterminée par le gouvernement? Donc, si le gouvernement ne veut pas, ça ne rentrera jamais en vigueur. » Il n'y a pas ce débat-là. Ouais, je ne dis pas qu'il n'y a pas ce débat-là. Il y a rarement ce débat-là. Je pense que c'est un peu à cause de l'effet des travaux, on est tanné, etc., où on fait confiance aux légistes ou à l'intention du gouvernement, l'intention du législateur, pardon. Donc, une exception par rapport qu'on retrouve à la fin de la loi, les dispositions d'entrée en vigueur, quand c'est des lois fiscales, dont les dispositions reposent soit sur un énoncé budgétaire ou sur des bulletins d'information, bien, très souvent, ça a un effet rétroactif qu'on va retrouver à la suite des dispositions. Ça, c'est compréhensible, là, parce que si on mettait la disposition de prise d'effet à la fin, il y a des prises d'effet complètement variées, ça serait compliqué à écrire à la fin. Ça fait que là, au fur et à mesure qu'on adopte les dispositions, on voit prend effet à compter du, qui est en lien avec l'énoncé budgétaire ou encore avec les bulletins d'information qui ont été publiés antérieurement à l'adoption de la loi. Et dernier élément au niveau de la généralité, il n'y a pas de date d'entrée en vigueur pour la disposition d'entrée en vigueur. Donc, on n'a pas besoin. Donc, ça se peut pas, ça. Comment que la loi peut entrer en vigueur si la disposition d'entrée en vigueur n'entre pas en vigueur? Et ça, c'est une décision de... Non, mais c'est vrai, on pense à ça de même, mais c'est quand même une décision de la Cour d'appel qui est venue trancher ça. Et je vais vous faire peut-être une mise en contexte. Là, c'était dans une situation de plainte disciplinaire contre un courtier d'assurance. Et ça mettait en valeur le comité de discipline qui était formé en vertu de la loi sur les intermédiaires de marché. Et lorsqu'il est venu le temps de l'audition du comité de discipline, puis que la sanction est arrivée, bien, le courtier en question a contesté la validité de la décision au motif que la loi n'était jamais entrée en vigueur. Donc, il est dans les dispositions d'entrée en vigueur de la loi sur les intermédiaires de marché, c'est l'article 264, c'était prévu que la loi va entrer en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement. Donc, ça prenait un décret du gouvernement. Quand on voit ça, là, c'est un décret du gouvernement. Le gouvernement s'exprime par décret. Donc, on a fait une recherche, puis on a vu qu'il y avait eu 4 décrets qui avaient été pris par le gouvernement pour faire entrer différentes dispositions de cette loi-là. Et aucun des 4 décrets ne visait systématiquement l'article 264. Donc là, le courtier, il a demandé une révision, il est allé en révision à la Cour supérieure, et il a gagné à la Cour supérieure. Donc la Cour supérieure a dit, effectivement, la disposition d'entrée en vigueur n'est pas entrée en vigueur. Donc le comité de discipline n'est pas autorisé. Mais là, on est allé en appel, et en appel, on a renversé la décision. Puis je vais vous lire ce qu'on appelle le dispositif du jugement, là, qui est intéressant ici. Donc, c'est à 4 lignes, là, puis je change de diapo après. Donc, la juge de la Cour d'appel dit l'article qui, dans une loi, déroge à la règle générale des 30 jours, le fameux 30 jours d'article 5 de la loi d'interprétation, dit ne peut, à mon avis, être considéré et traité comme les autres articles. Il n'est pas stricto sensu à caractère normatif, mais exprime simplement la volonté du législateur de fixer la mise en vigueur de la loi. Donc, contenant donc les instructions complètes du législateur, il doit nécessairement produire effet
dès la sanction de la loi, à peine d'un flagrant illogisme. Donc, ça se tient, puis on poursuit, là, on dit, s'il avait fallu adopter une disposition d'entrée en vigueur de la disposition d'entrée en vigueur, bien, il faudra aussi avoir une disposition d'entrée en vigueur de la disposition d'entrée en vigueur qui fait entrer en vigueur la disposition. Fait que, tu sais, on remonterait, là, c'est ça. Ce qui était... C'était... je ne sais pas qui a plaidé ça, mais en tout cas, bref, on a une décision. Ouais. Donc, ça, c'est les généralités. Maintenant, dans les dispositions d'entrée en vigueur, on peut prévoir l'effet immédiat des dispositions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'entrée en vigueur va se faire à la date de la sanction. C'est la règle générale dans la plupart des projets de loi qu'on retrouve qui ont été sanctionnés depuis 2022, soit que l'entièreté du projet de loi entre en vigueur à la sanction, ou que certaines dispositions du projet de loi entrent en vigueur à la sanction. Il y en a d'autres, certains cas, on reporte tout, mais dans la plupart des cas, on le revoit. Et c'est ça. Donc, je vous donne un exemple ici. Projet de loi 1, là, de la nouvelle législature, de la 43e législature, c'est le projet de loi 1. Ça, dans le fond, j'en profite pour le dire. Tantôt, ce matin, on a mentionné que des fois, on pouvait bypasser tout le processus d'études détaillées, l'adoption de principes, etc., avec ce qu'on appelle le bâillon. Mais on a vu également que ça pouvait se faire sur consentement. Donc, aller en plénière, puis écarter l'étude détaillée, puis aller tout de suite à l'adoption, etc. Mais cette loi-là, limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux, c'est un exemple où l'opposition a consenti, compte tenu qu'on était au mois de décembre 2022, donc c'était la fin de la session, et que cette loi-là visait essentiellement à limiter l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux pendant les années 23, 24, 25. Bien, c'était important, là, on n'avait pas le temps de faire tout le processus là, régulier le 9 décembre. Donc, on voit, le principe a été adopté, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit petit, là. Le principe a été adopté le 8 décembre, donc il n'y a pas eu d'études détaillées. On a tout simplement fusionné le reste de la procédure en plénière au Salon Bleu. Le 9 décembre, ça a été sanctionné. Surtout que ça a été adopté, et quelqu'un qui a traversé le chemin est allé voir le lieutenant-gouverneur pour faire sanctionner. Donc, on voit bien, la présente loi entre en vigueur le 9 décembre. C'est l'entièreté de la loi qui rentre en vigueur ici, le 9 décembre. Donc, dans quel cas c'est pertinent de faire entrer en vigueur une loi à la date de la sanction? Parce qu'à la date de la sanction, là, ça veut dire que les gens qui sont visés par la loi, en principe, là, ils ne la connaissent pas, là. T'sais? Puis on va aller sur le site de l'Assemblée, là, la loi, le 10 décembre, n'est pas accessible. Parce que là, il y a un travail qui se fait, puis quand il y a des amendements, des choses comme ça. Bref, donc il faut se poser la question. Habituellement, on va prévoir notre entrée en vigueur à la sanction quand l'administration est préparée. Donc, le jour 1, on est prêt à opérer les dispositions qu'il y a dans la loi. On va également favoriser ce type d'entrée en vigueur-là lorsqu'il y a un impact favorable ou qui est négligeable sur les administrés. Donc, on comprend, on dit toujours l'adage « nul n'est censé ignorer la loi ». Mais si dans une loi, on met plein d'obligations aux administrés, puis que ça entre en vigueur la journée de l'adoption, mais l'administré ne sait même pas à quoi il est soumis. Et ça n'a pas de bon sens. Donc, habituellement, on va écarter cette possibilité-là. Et également, quand il y a une importance particulière que les mesures entrent en vigueur immédiatement. Donc, si je reprends la loi de tantôt sur l'indexation, limitant l'indexation des tarifs gouvernementaux, c'est favorable à l'administré, parce qu'on vient limiter pendant 3 ans les tarifs à 3 %, puis notamment ceux qui vont être indexés dans 21 jours, parce qu'on est le 9 décembre. Puis c'est important aussi pour l'administration, pour qu'elle puisse se préparer, parce qu'il faut les augmenter, les tarifs, le 1er janvier, pour certains cas. Bien, ces tarifs-là vont avoir, en fond, 21 jours pour augmenter de 3 % leurs tarifs. Donc, dans ce cas de cette loi-là, il y avait au moins 2 des éléments ici qui étaient rencontrés pour justifier une entrée en vigueur à la date de la sanction. J'avais dans mon répertoire, là, sur les 87 lois sanctionnées, il y en avait 23 qui prévoyaient l'entièreté des dispositions qui entraient en vigueur à la sanction. Donc, ce qu'on voit plus souvent, c'est l'effet d'entrée en vigueur est différé dans le temps. Donc, elle est reportée. Elle peut être reportée à un moment déterminé. Donc, habituellement, ça va être une date précise qu'on va voir dans la loi. Tel article ou la loi en question entre en vigueur à telle date. Et ce moment-là va être déterminé en fonction, très, très souvent, de la sanction de la loi. Donc, quand on va voir la version présentée du projet de loi, ça va ressembler à ceci. Donc, ici, c'est la loi modifiant la loi concernant les soins de vie et d'autres dispositions législatives, dont on a parlé tantôt. Donc, l'article d'entrée en vigueur a été complètement remplacé lors de l'étude détaillée.
Et on est arrivé avec l'article 55 qui prévoyait notamment que les paragraphes 1, 2 et 3, bien, les dispositions qui étaient visées allaient entrer en vigueur à une date qu'on ne connaît pas quand on a présenté la loi, qui suivait soit de 6 mois, soit de 24 mois ou encore de 9 mois la date de la sanction de la présente loi. Donc, comme on ne connaît pas la date de la sanction, on ne pouvait pas, lors de la présentation du projet de loi, mettre une date. Donc, c'est un élément. On voulait que la date soit déterminée, mais on ne savait pas encore quand. Donc, c'est le libellé qu'on utilise dans les dispositions d'entrée en vigueur. Et quand la loi a été adoptée, bien, c'est ça qu'on a vu dans la loi. Donc, celles du paragraphe 1 ont été entrées en vigueur le 7 décembre 2023, alors que la loi a été sanctionnée le 7 juin 2023. Dans le cas du 2 ans, c'est 7 juin 2025 et 7 mars 2024. Donc, on voit que dans la loi sanctionnée, on a une date déterminée d'entrée en vigueur. Il y a également possibilité, comme stratégie, de mettre une date d'entrée en vigueur qu'on appelle maximale. Et on laisse le choix pas au législateur, mais au gouvernement de dire, bien, si jamais on est prêt plus tôt que possible, plus tôt que prévu, pardon, bien, on va pouvoir faire entrer en vigueur la disposition avant. Donc ça, on voit ça de plus en plus, puis les oppositions aiment beaucoup ça, parce qu'au moins, ça lie le gouvernement. Parce que si, dans ma disposition, on dit que la loi entre en vigueur ou les dispositions de la loi entrent en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement, si le gouvernement ne détermine jamais de date, la loi n'entrera jamais en vigueur. Donc, en mettant une date butoir, que j'appelle, bien là, minimalement, si le gouvernement ne fait rien, bien au moins, à un moment donné, ça va entrer en vigueur. Donc, un exemple ici, là, au niveau de la réforme du droit de la famille, bon, on voyait, ça entre en vigueur le 6 mars 2024, si je prends le paragraphe 1, ou à la date antérieure fixée par le gouvernement au moment où il jugera bon de le faire, s'il juge bon de le faire. Et dans le deuxième cas, c'était le 6 juin 2024 et dans l'autre cas, le 6 juin 2025, donc 2 ans plus tard que prévu. Oh, okay. C'est pas moi, c'est pas moi qui ai fait ça. Ouais. C'est bon, c'est bon. Très souvent, ça peut être également à un moment déterminable. Donc, on ne le connaît pas précisément, mais il va arriver une situation où on va pouvoir mettre une date d'entrée en vigueur. Donc, on renvoie, il y a 4 cas de figure possibles. Donc, on renvoie soit une date ou à des dates fixées ultérieurement par le gouvernement. Ça, on voit ça souvent. Soit qu'on renvoie à l'entrée en vigueur d'une autre loi ou de l'une de ses dispositions. Donc, on vient lier l'entrée en vigueur d'une loi par rapport à l'entrée en vigueur d'une autre loi. Soit encore qu'on renvoie à l'entrée en vigueur d'un règlement ou encore qu'on renvoie à un événement particulier déterminé ou déterminable. Donc, on va voir chacun des cas de figure dans les prochaines diapos. Donc, le cas assez fréquent, on renvoie à une date ou à des dates fixées ultérieurement par le gouvernement. Donc, dans quel cas on va faire ça? Bien, c'est quand l'administration a besoin d'un délai qui est difficilement déterminable au moment de la sanction. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être prêt, mais on sait qu'on a besoin du temps. Je donne un exemple. Quand on a non, la SAC, ce n'est pas un bon exemple. Donc, quand on a introduit dans la loi sur les contrats des organismes publics, l'inadmissibilité au contrat public. Donc, on est dit prévoir qu'il va y avoir un registre des entreprises inadmissibles au contrat public. Bien, quand on sanctionne la loi et qu'on prévoit des cas où une entreprise va devenir inadmissible, bien, ça va faire entrer ça en vigueur quand le registre va exister. Mais le registre, sans faire un parallèle avec la SAC, c'est quand même un développement informatique. Donc, un développement informatique, toutes sortes de surprises, etc. Donc, on s'est donné 1 an pour y arriver. Donc, dans ce cas-là, on a besoin de temps pour arriver à déterminer à quel moment ça va entrer en vigueur. Et ça présuppose également que l'entrée en vigueur des dispositions de la loi peut se faire par étapes. Donc, vous avez un beau cas ici, la loi modifiant diverses dispositions législatives, c'est un PL qu'on appelle allègement réglementaire. Donc, le paragraphe 5 prévoit que 53 articles du projet de loi vont entrer en vigueur à la date ou aux dates déterminées par le gouvernement. C'est bon. Okay. Et vous avez un cas particulier, ça c'est la première fois que je voyais ça, où on vient empêcher le gouvernement de faire entrer en vigueur des dispositions avant une date donnée. Donc, dans ce cas-là, c'est la loi qui vise principalement à réduire la charge administrative des médecins. Ça n'a aucun lien avec le projet de loi de cette semaine, là. Et on dit là-dedans, notamment le premier alinéa qui précède le paragraphe 1, on dit les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par le gouvernement, lesquelles ne peuvent être antérieures au 9 avril 2025. Donc, il peut décider n'importe quand ça va entrer en vigueur, mais pas avant le 9 avril. Donc, ça peut être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, mais je ne sais pas pourquoi qu'on a dit pas avant cette date-là. Puis dans le paragraphe 2, c'est encore pire, c'est 3 ans. Il ne peut pas mettre en vigueur une disposition avant 3 ans. C'est le seul cas que j'ai retracé qui était à cet égard-là.
L'effet peut également être différé à un moment déterminable, donc lors d'un renvoi à l'entrée en vigueur d'une autre loi ou d'une disposition d'une autre loi. Quand est-ce que c'est approprié? C'est lorsque le régime juridique est lié. Parce que là, on me fait un lien entre deux lois ici. Et idéalement, ça devrait relever du même ministre responsable. Sinon, le ministre responsable de la loi qui dépend de l'autre loi, il n'y a pas le contrôle de l'entrée en vigueur de sa disposition. Donc, je donne un exemple qu'on a eu. C'est dans le cas de la loi encadrement le travail des enfants. Donc, les articles 7, 8, 9, 10 et 11 vont entrer en vigueur à la même date que les dispositions des articles 144, 147, 140, 154 d'une loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Dans les deux cas, la loi relevait du ministre du Travail. Donc là, c'est correct. Il va y avoir un régime unifié, puis quand ça va être prêt les deux, il va faire entrer ça en vigueur. Mais s'il y a un changement de ministre, il est dans le trouble. Parce que là, il perd la latitude ou la discrétion de décider à quel moment il va faire entrer les dispositions de sa loi. Donc, c'est pas, je dirais, évident, ce cas-là. Vous avez également un renvoi à l'entrée en vigueur d'un règlement. Donc, c'est pourquoi on fait ça. C'est pour assurer une entrée en vigueur complète du régime juridique. Donc, dans le cas où les dispositions de la loi à elles seules ne peuvent pas avoir pleinement effet. Ça prend un règlement pour pouvoir compléter les dispositions de la loi. Je donne un exemple ici. Ou de la loi visant à lutter contre l'hébergement touristique illégal. On introduit dans la loi sur l'hébergement des obligations aux plateformes de réservation d'hébergement touristique, des Airbnb pour ne pas les nommer. Et on prévoyait là-dedans que ces plateformes-là, les exploitants, devaient transmettre des documents et des renseignements à la ministre du Tourisme, déterminés par règlement. Donc, l'obligation de transmettre les renseignements va bien entendu naître quand le règlement va être pris pour savoir c'est quoi et je dois envoyer à la ministre. Donc là, on faisait le lien en disant l'obligation va entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur du premier règlement qui va être pris en vertu de la disposition en question. Et l'effet peut également être différé à un moment déterminable en lien avec un événement particulier. Ça arrive relativement fréquemment quand on crée un nouvel organisme. Donc, je donne l'exemple suivant. Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Bien, certaines dispositions de la loi, les 5, 6, 8 et 31, qui concernaient l'organisation de la structure, les pouvoirs du commissaire, bien, allaient entrer en vigueur en même temps à la date de l'entrée en fonction du premier commissaire. Donc, on a vu ça également dans le musée, un nouveau musée, le Musée d'histoire du Québec. Bien là, l'entrée en vigueur de toute la loi va partir quand on va nommer le premier directeur général du musée. Donc, dans ces cas-là, c'est approprié de le faire. Là, il me reste encore 5 minutes ou... Non, ça fait 5 minutes. Ça fait 5 minutes? Bon, je prends 2 minutes. Oh, d'accord. C'est bon. Juste pour parler de l'effet devancé, là, parce que c'est une disposition rétroactive. Là. Donc, la rétroactivité, qu'est-ce que ça fait, une disposition rétroactive? Là? Ça fixe la force obligatoire d'une loi à une date antérieure à celle de son édiction. Donc, on se trouve, le législateur fait en sorte, dans le fond, que la loi va être considérée comme s'étant appliquée pendant une période de temps où elle n'existait même pas. C'est un peu ça, l'effet rétroactif. Je sanctionne une loi aujourd'hui, puis je dis qu'elle prend effet au mois de mars dernier. Donc, c'est quand même une fiction assez intéressante. Donc, je donne un exemple ici. Dans le cas de la loi modernisant principalement la loi sur le ministère de l'Économie, il y avait 3 fonds de recherche qui existaient. On les a fusionnés en un même fonds de recherche pour créer le Fonds de recherche du Québec. Et ces 3 fonds-là avaient une année financière qui se terminait le 31 mars 2024 à l'époque. Et la loi a été sanctionnée le 9 mai 2024 pour entrer en vigueur le 1er juin 2024. Donc ça impliquait, si on ne faisait rien, qu'il allait falloir avoir 3 rapports annuels pour chacun des fonds pour l'année financière 23-24, puis un rapport pour la partie de l'année financière qui est commencé le 1er avril 2024, qui s'est terminé lorsqu'on a fusionné les 3 fonds. Donc, ce qu'on a fait, on a dit, ben non, on ne fera pas ça. On va prolonger l'exercice financier des 3 fonds du 1er avril 2023 au 31 mai 2024. De cette façon-là, il va y avoir juste un rapport annuel à faire pour chacun des 3 fonds au lieu de 2. Et là, on a donné un effet rétroactif à la disposition au 31 mars pour justement éliminer la date de fin d'exercice financier du 31 mars 2024 pour la prolonger au 31 mai. Donc, le pouvoir du gouvernement de devancer, de prendre des dispositions rétroactives, on retrouve ça, ça a été validé dans la Colombie-Britannique contre Imperial Tobacco, où on a rappelé, là, c'est une loi qui permettait d'aller chercher de l'argent des compagnies de tabac en compensation des frais liés au tabac. Bien, c'était marqué, là, la Cour suprême a dit que le législateur peut adopter des lois ayant des effets rétroactifs sous réserve de l'application des chartes, notamment en matière criminelle. Et les lois rétroactives peuvent servir les intérêts de l'État et l'immuniser contre toute poursuite, même celle en cours. Bon,
Je vais laisser tomber l'exception de loi déclaratoire. Si jamais on a du temps à la fin, je vous en parlerai de cette façon-là, mais c'est très exceptionnel. Fait que ça complète, Ben Briand. Merci. Merci beaucoup.